ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve dans une vidéo, je vais essayer d'être pas trop longue, qui va compter 3 segments parce que je suis en train de lire une série de livres de romances de Johanne Van Haff, je le dis sûrement très mal, que j'avais découvert en fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Elle fait des formations sur la romance. Elle est lectrice, autrice et éditrice de romances et je trouve que c'est un personnage qui est intéressant. Enfin, l'autrice m'intrigue, on va dire. Et bref, elle est en cours d'écriture d'une série qui s'appelle le Kalahari, comme le désert. Et pour vous dire rapidement ce que c'est, si vous voulez, il y a l'Afrique australe qui est qui est un pays imaginaire, enfin un pays fictif. C'est une enclave entre l'Afrique du Sud et le Botswana. Et dans le préquel que j'ai lu il y a pas très longtemps, là, dans le cadre de mon abonnement Kindle, parce que c'est sur Amazon, mais c'est également sur d'autres plateformes, je vous mettrai les liens, le pays a basculé en fait dans une guerre civile. Et le point commun entre tous les personnages, ou une partie, je m'avance pas trop sur les livres que j'ai pas encore lus, le point commun entre les personnages là, c'est qu'ils ont vécu en fait cette guerre civile, et chacun d'une façon différente. Donc j'ai d'abord lu le préquel, et je pense, comme je suis en train de lire en fait, j'ai déjà lu le premier livre et je suis à 20% du second, il y en a 3 pour le moment, il y en a d'autres de prévus derrière. Je pense qu'il faut commencer par le préquel parce on va être plus facilement dans la tête des gens des années après cette guerre civile et comment ils ont vécu, perdu des choses. Le préquel s'appelle Il était une fois le Kalahari, les origines. Non, enfin les origines, c'est un petit mot qu'elle ajoute. On est sur un livre qui fait à peu près 200 pages en format broché, que vous pouvez acheter sur Amazon ou ailleurs, je vous mettrai les liens. Et on est sur un livre avec des points de vue multiples. Et donc certains de ces points de vue se rejoignent, d'autres sont plus éloignés. On a peut-être un peu plus de difficulté à faire des liens entre eux. Mais je crois que c'est le premier livre qu'elle a écrit dans cette série-là. Et Il était une fois le Kalahari. C'est comment ce pays et ces gens-là vont basculer. Comment leur vie va basculer. J'ai pleuré, pour tout vous dire. On a plusieurs points de vue. On a les points de vue de Chandra, Abby, Lucky, Rodrigo, Sabrina, Indira, John. Ils sont australafricains, donc la nationalité fictive, français, américains, britanniques. Ils vivent leurs premières grandes histoires, ils ont des rêves et des projets, toute leur vie devant eux, mais en quelques semaines, leurs destinées vont être bouleversées à tout jamais. Bienvenue à Polatuwu, capitale de l'Afrique australe, minuscule enclave dans le Kalahari. Il est 7h30 du matin et la température au sol est de 30 degrés. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et vous souhaitons un agréable séjour. Donc, l'autrice parle bien d'un multivers dans le cadre de multivers Kalahari. Elle prépare en fait ses romances futures, à savoir celles de Abby et Chandra, Promesse du bout du monde, que j'ai déjà lu, Lucy et Queen pour Renaissance, Sabrina pour Réconciliation, Indira et John pour le recommencement. Et donc elle dit que chaque roman peut être lu de façon indépendante, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est quand même mieux de les lire, les lire tous. Alors, faut savoir que moi, cette série de livres m'a vraiment attirée parce que le cadre est tellement éloigné pour moi, presque incompatible avec des romances, que je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ça ? C'était tellement original que j'ai eu envie de m'y plonger. Et puis pour la petite histoire aussi, parce que je pense que la vidéo est déjà sortie, je venais de passer la certification Voltaire, j'ai fait de la grammaire pendant des semaines, j'en pouvais plus. J'avais envie de souffler, donc de m'évader, et donc là j'ai pris un ticket pour le Kalahari après un marathon de films sur Jane Austen, de films d'adaptation de Jane Austen.
Et mais quel voyage, quel voyage! Il y a Il était une fois le Kalahari, donc le préquel qui fait 200 pages avec 7, avec 7, si je me trompe pas, avec 7 points de vue, on est sur ce qui se passe, la petite vie quotidienne des gens, des petits éléments d'inquiétude, commence à y avoir on parle de sabotage dans le nord du pays, des trucs comme ça, et le point de basculement où on part sur un massacre. C'est extrêmement bien écrit à mes yeux au niveau politique. C'est bien expliqué. On est. J'ai du mal à en parler en fait parce que c'est vraiment. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment une thématique qui me touche. Et je pense que j'aime beaucoup trouver de la romance dans des endroits de ce type-là. Alors, il était une fois le Kalahari, le préquel, on n'est pas dans de la romance pure et dure, on est vraiment sur une présentation des personnages des romances, des romans de romance future. Mais c'est pas que ça. C'est aussi leur contexte, leur histoire, leur background. C'est le lore. On peut vraiment parler du lore de cet univers-là. Parce que putain, qu'est-ce que c'est bien travaillé. Là, on va retrouver Chandra, qui est un jeune journaliste qui est tout juste sorti de l'école, qui fait ses premières armes avec Annika, qui est sud-africaine, en Afrique australe, donc un pays fictif, je vous rappelle. Et on voit que ils sont pas là-bas pour rien. Parce que Annika, c'est une journaliste chevronnée qui est reporter de guerre et qui fait des photos au plus proche. Parce que. Et puis, qu'est-ce que c'est documenté? Robert Capa et je sais plus quelle femme qui a. Sans qui Robert Capa n'aurait pas été Robert Capa. Donc Robert Capa, je crois que c'est un photoreporter de guerre. Et Chandra, il va apprendre un petit peu à la dure ce qu'est un conflit qui s'amorce, un pays qui s'effondre, un pays qui s'enflamme. Abby et Lucky sont deux adolescentes de 13 ans dont les parents sont des activistes et qui font partie du gouvernement. C'était des gens qui étaient dans l'opposition au niveau du gouvernement, mais le président les a nommés à leur place de ministres. Il me semble qu'ils sont néanmoins quelques-uns qui sont ministres ou d'autres peut-être secrétaires d'État, des choses comme ça. Et enfin, si vous voulez, ces deux familles-là sont ultra fusionnelles, ils vivent ensemble. Les gamines se considèrent comme des sœurs, les parents de l'une sont leurs propres, enfin, sont les parents de l'autre. Ils sont vraiment hyper, hyper proches. Et nous sommes dans un pays, l'Afrique australe, l'Afrique australe, qui est multiculturelle. Chandra, par exemple, il est très typé indien parce que sa famille vient d'Inde, mais Chandra, il est français et australafricain. Abby et Lucky sont australafricaines. Point. Abby, elle est blanche, elle est rousse, elle a les yeux verts comme sa mère. Lucky est noire. Abby et Lucky vivent dans un quartier sécurisé parce que ça commence déjà à craindre. Et elles vivent presque dans un vase clos et ça les insupporte. Ça les insupporte et ça les angoisse terriblement parce que à chaque fois que Chandra et Annika viennent pour rencontrer leurs parents, c'est les mauvaises nouvelles qui pleuvent. Parce qu'il y a des sabotages et c'est de pire en pire et ça se rapproche de la capitale. On est sur un pays qui a, en termes d'échelle, c'est à peu près la taille de l'Île-de-France, nous avait dit Johan Van Haff. Sabrina et Indira sont deux sœurs. Indira est une jeune femme typée indienne qui a du piébaldisme. Donc c'est pas du vitiligo, mais c'est une non-production de mélanine à un endroit, ce qui fait qu'ils vont avoir une grande tache blanche, des cheveux blancs, etc. Et ça a un caractère génétique. Sabrina, c'est sa sœur qui est très grande et sportive. Et elles vont se retrouver d'un autre côté de la guerre aussi, parce qu'à un moment, ben,
les émeutes ont rejoint la capitale. Ça a rejoint le magasin où travaille le magasin de leur père. Et ce papa-là dit à Sabrina, tu t'enfuis, tu cours, tu rentres direct à la maison, tu récupères ta sœur et vous vous enfermez. Et, et on se retrouve aussi avec John qui est australafricain aussi, qui est métissé, je crois que c'est John Watanabe, il me semble. Il est métissé et il est typé asiatique. Doit avoir un père. Enfin, c'est un sacré melting pot. Donc on a j'arrive pas à le dire ce mot-là, une multiculturalité. C'est hyper intéressant. Et je vais pas en dire plus sur le Il était une fois le Kalahari parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ça va pas être trop graphique. Il y a effectivement de la romance qui concerne plus Chandra. Parce que Abby et Lucky sont trop jeunes, elles ont 13 ans. Qui concerne aussi, il y a de l'amour aussi chez les parents de Abby et Lucky. Et je vais passer à Promesse du bout du monde. L'idée c'est, ils ne se supportent pas, ils vont devoir se marier. Elle rêvait de l'épouser, mais l'épouser est loin d'un rêve. Mais l'épouser est loin d'être un rêve. Joan Von Haff, elle a un sacré truc pour les petites punchlines comme ça, je trouve qui accroche. Je m'appelle Abby et j'ai un secret. On m'appelle la petite anglaise, mais en réalité, je suis une africaine blanche, réfugiée à Paris depuis 9 ans. À part mon entourage, personne ne connaît mon histoire. Quand j'étais ado, la guerre a éclaté chez moi et j'ai tout perdu. Tout. Avec les accords de paix, je vais devoir rentrer au bout du monde après la fin de mes études, mais je ne veux pas. Je ne peux pas. La seule solution? Le mariage blanc. J'épouserai Chandra, le reporter de guerre qui a sauvé ma vie et celle de ma meilleure amie. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis amoureuse de lui depuis toutes ces années. J'ai rêvé de l'épouser, mais l'épouser est loin d'être un rêve. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai terriblement envie de chialer. Le truc que je trouve très intéressant dans Promesse du bout du monde, c'est qu'on est effectivement sur un mariage blanc, mais entre deux personnes qui se connaissent. Juste pour vous dire, en gros, quand les familles de Abby et Lucky ont été tuées, elles avaient tout prévu pour faire sortir les filles du pays et pour les mettre à l'abri. Et comme il n'y avait plus les parents, Chandra, il a pris la décision, en fait, une fois qu'elles étaient en Afrique du Sud, de les foutre dans un avion il me semble qu'ils sont partis avec, je sais plus, bref. Les gamines de 13 ans se sont retrouvées dans la famille de Chandra. Et elles retrouvent une famille très fusionnelle avec une véritable mama, etc. Donc elles sont accueillies. Elles sont comme ça, les gamines. Et elles vont grandir en fait jusqu'à leurs 18 ans dans cette famille-là. Elles sont pas réfugiées politiques, elles sont sous protection subsidiaire. Je mettrai des liens si ça vous intéresse. Et ce qui veut dire que Lucky comme Abby, une fois que la paix sera signée dans leur pays, elles doivent y retourner. Je sais pas si c'est le cas pour les réfugiés politiques, je pense que c'est différent. Parce que le réfugié politique, il est censé être en danger. Hein. C'est genre un opposant politique, s'il retourne dans son pays, il se fait tuer. Là, c'est pas pareil. Là, ce qui les a fait s'échapper, c'est la guerre. Si la guerre est finie. Et Abby, ça la terrorise. Elle va finir par épouser en fait Chandra. Et c'est pas de la tarte. Parce que Abby, elle retient tout. Elle dit pas grand chose, donc elle a du mal avec son identité d'Australafricaine. Elle est pleine de. Enfin, Lucky, quelque part, la chance qu'elle a eue, c'est que elle n'était pas là quand ses parents sont morts. Ce qui n'était pas forcément le cas pour Abby. Donc vous voyez, c'est lourd, quoi. Ça, on l'apprend pas forcément dans le... Enfin, si, c'est dit dans Promesse du bout du monde, mais c'est surtout... C'est pas forcément décrit dans le voyeurisme et tout ça, mais c'est surtout présent dans le préquel. C'est pour ça que je vous conseille très fort de lire le préquel. Et
Abby, elle est pleine de traumas. Elle est assez paumée sur plein de choses, mais sur d'autres, elle sait parfaitement ce qu'elle veut. Elle est jeune, elle est plutôt insouciante à Paris, mais l'idée de repartir dans son pays, en fait, ça la rend complètement malade. Alors que Lucky a toujours voulu repartir dans son pays pour le reconstruire. Sauf qu'Abby, c'est pas possible. Abby, c'est trop dur. Ce qui fait que l'idée comme ça du mariage blanc, ça va lui être presque imposé, presque, parce que les gens de la famille de Chandra qui la connaissent depuis qu'elle a 13 ans, depuis presque 10 ans, ils veulent la protéger. Et ce qui fait que ça finit par se faire un petit peu en mode, voilà, qu'est-ce qui se passe elle est là et à peine là. Chandra, il est reporter de guerre, ce qui veut dire il fait des allers-retours, il n'est pas là. Il est beaucoup... il travaille énormément. Et comme Abby, elle a toujours été amoureuse de lui, elle le maintient à distance parce qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec ça, puis elle est encore très amoureuse. Mais lui, pas du tout. Lui, il l'a connue à 13 ans, il la voit comme une gamine. Elle en a 22. Et lui, surtout, c'est un jeune divorcé. Sa femme est sud-africaine, mais sa femme, elle s'est remariée avec un mec qui est en Angleterre. Donc Chandra, il passe sa vie dans un avion. Et Abby, là où elle est plus sur place, si vous voulez. Comme Chandra, il n'est pas forcément... Il est pas très présent, ça va apporter beaucoup d'angoisse à Abby. Parce qu'il n'est pas rassurant. Et parce qu'elle va se sentir très seule. Mais Chandra, il a aussi quelque chose de très rassurant. Euh, il est rassurant et il n'est pas rassurant. Putain, c'est pas évident de vous dire pourquoi il est rassurant et pourquoi il n'est pas rassurant. Chandra était présent quand un des parents d'Abby est mort et qu'Abby était là. Quand un des parents a été tué en fait et qu'ils étaient tous là, mais le parent les avait enfermés. Ce qui fait qu'ils ont tout entendu, mais ils pouvaient rien faire. Et du coup, Chandra, il est associé à la fois à cette espèce de fantasme d'adolescente, mais aussi à l'assassinat, à quelque chose d'horrible qu'ils ont vécu. Je vais chialer. Ce qui fait que ça parle pas mal de deuil hein, qui peut pas se faire. Il n'y a pas de tombe. Les gamines, elles ont été mises à l'abri. Et que le tour de force de Johann von Haff, c'est que même des gens qui ont subi des traumatismes comme ça, eh ben, c'est pas l'amour magique qui guérit tout. C'est que à plusieurs, et plusieurs qui ont vécu plus ou moins la même chose, parce que ils ont un vécu ensemble, Chandra et Abby, bah oui, il peut y avoir après des périodes très compliquées, il peut y avoir de la lumière. Et ça, c'est tellement beau. Et l'histoire des promesses, c'est que Chandra, même si il a un côté pas sérieux, Chandra, s'il promet, il promet. Il le fait. C'est le gars, en fait, sur qui on peut compter une fois qu'on lui a vraiment dit là, t'exagères un peu. Mais. Et puis, Abby, elle a besoin de soutien. Chandra, il est plus à faire son. Il fait avec ses. Il gère ses traumas comme il le peut. Mais. Il est fort. Chandra, il est costaud. Abby, c'est moins le cas. Je vous retrouverai un peu après avec Renaissance, donc un Enemies to Lovers entre Lucky, donc la meilleure amie d'Abby, et Queen. Et Réconciliation, c'est entre Sabrina et Enzo. Enzo, je suis pas sûre qu'on le connaisse encore. Et si vous voulez, donc on a le préquel, ensuite on a Promesse du bout du monde qui peut être lié comme un one-shot, et j'ai l'impression que dans ce multivers, en fait, Renaissance et Réconciliation, c'est les Sentinelles du Kalahari, et là on est dans le Kalahari, vraiment. Là où avec Promesse du bout du monde, on est entre Paris, l'Afrique du Sud, Londres, un petit peu le Kalahari aussi, enfin l'Afrique australe.
C'est une très belle histoire. Faut aller la lire, absolument. Et je précise aussi que Joanne Von Haff, c'est une autrice qui est auto-éditée, mais qui est aussi éditée sous le nom de Mia Caro, il me semble, aux éditions Addictive. Donc c'est une autrice hybride, et c'est pas parce qu'elle a deux têtes, c'est parce qu'elle a différents modes d'édition. Donc on se retrouve très bientôt, parce que je suis déjà à 20% pour Renaissance, et après pour Réconciliation. Et c'est pas fini. J'ai très envie de tout lire de Joanne Von Haff, je vous avouerai. Je m'arrête là parce que je vais vous pleurer dessus. Et à tout bientôt. À tout de suite pour vous. Salut. Rebonjour et re-bienvenue dans cette vidéo sur la série Kalahari de Joanne Von Haff. Vous pourrez observer que je travaille vraiment mon décor avec mon linge qui cette fois-ci est plié et sert pour ce pauvre petit Basile parce qu'il faut bien qu'il se repose quelque part, et mon drap qui sèche derrière. Donc je pense vraiment à vous, au décor qui représente les livres, etc. Et pas juste quelqu'un qui a la flemme de ranger chez lui. Donc voilà. Bon, j'ai un petit peu triché parce que nous sommes le mardi 1er avril et j'ai en fait j'ai fini tout ce qu'il y avait à lire sur dans la série Kalahari et même les bonus. C'est dire. Non mais j'avais vraiment besoin de faire de couper de vacances quelque part, donc j'ai enchaîné en fait les lectures. J'ai lu Renaissance qui est un Enemies to Lovers. Donc c'est le livre dont j'avais un tout petit peu parlé dans la section précédente. Dans Renaissance, on est avec Lucky qui est la meilleure amie d'Abby, et dont les parents ont aussi été tués lors de le 14 février, je sais plus quelle année exactement, je sais pas si c'est précisé, mais la guerre s'est déclenchée un 14 février et c'est là qu'il y a eu beaucoup de massacres. Donc Lucky, on a découvert dans le préquel, il était une fois le Kalahari, que ses parents avaient été tués et que Abby et Lucky, après être passés par l'Afrique du Sud, ont été accueillis dans la famille de Chandra, qui ont élevé en fait les gamines de leurs 13 à leurs 18 ans et qui ont ensuite, les gamines, elles y allaient, les jeunes filles, elles y allaient tous les samedis manger, elles pouvaient compter sur eux, mais elles voulaient ne pas déranger, ne pas être un poids. Ça, c'est quelque chose qui va être une tendance chez les deux personnages d'Abby et de Lucky, de ne pas vouloir être un poids et de pas vouloir s'imposer. Et je trouve que j'ai vraiment aimé ce livre-là, Renaissance, parce que Lucky, elle est autrement forte que Abby. Abby, elle a des forces, Lucky, elle en a d'autres. Mais elles ont la même faiblesse parce qu'elles ont partagé le même traumatisme. Et Lucky, en fait, elle veut repartir chez elle dans son pays pour reconstruire son pays. Elle est ingénieure. Elle va travailler dans un programme de construction qui est en plein désert du Kalahari. Ça demande des heures de bus. Je crois qu'il n'y a que 116 km, un truc comme ça. Il y a une centaine de kilomètres entre la capitale, dont j'ai oublié le nom, et la zone de construction. Mais l'état des routes fait que ça demande des heures pour se déplacer et rejoindre le chantier de construction. Ce qui fait que le week-end, quand ils sont au week-end, ils vont faire leurs courses là-bas. Mais sinon, ils sont quand même relativement enfermés sur eux-mêmes, etc. Le chantier de construction, il est assez proche avec la frontière du Botswana. Il a une vingtaine ou une trentaine de kilomètres et ils partent vraiment de zéro parce qu'ils sont vraiment dans le désert. Hein. Et si vous voulez, je trouvais que c'était quand même vachement bien fait. Parce qu'on a un peu l'ambiance de huis clos, même s'ils sont dans un truc qui est immense. Hein. Ils font des rues d'une trentaine de maisons, des trucs comme ça. Donc je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment une future ville qu'ils sont en train de bâtir. Parce que le but, c'est de désengorger la capitale, et le but, c'est de faire revenir ces fameux 2 millions de personnes, donc les fameux 2 millions de personnes sur 6 millions. Ce sont des personnes qui ont pu être tuées ou déplacées, qui sont dans d'autres pays, qui sont réfugiées ou qui sont cachées
Donc on ne sait pas exactement où ils sont, mais il manque 2 millions de personnes, soit un tiers de la population, il me semble. Un tiers ou un quart, j'ai plus les chiffres en tête. Et c'est énorme, c'est juste énorme. Et c'est... Lucky, en fait, elle part un peu la fleur au fusil, et ça lui fait plaisir de retrouver son pays. Mais le truc qu'elle n'a pas calculé, c'est le retour de bâton. Le retour de bâton, c'est que tout lui revient en mémoire. Je sais plus exactement si elle avait eu un suivi thérapeutique, elle, parce qu'il me semble que Abby, oui. Et elles ne vivent pas du tout leur deuil de la même manière. Lucky, elle a toujours été forte, elle a jamais rien montré. Abby, elle a toujours montré qu'elle était plus fragile. Sauf que c'est pas forcément le cas, et elles sont pas fragiles de la même manière. Et Lucky, en gros, elle cherche pas à faire ami-ami quand elle est dans ce nouvel environnement. Elle travaille, elle bouquine en gros. Elle travaille, elle bouquine et elle court le matin. Sauf que, à un moment, elle va être un peu dans le collimateur du groupe de sécurité qui est chargé de gérer la sécurité du chantier. Et j'insiste sur le fait que leur boulot, c'est la sécurité du chantier. C'est pas ce qui se passe autour. Donc c'est éviter les intrusions, éviter des vols. Donc ils vont avoir des intrusions. Ils sont là aussi pour prévenir s'il y a des gens qui sont à l'extérieur, qu'il y a une tempête de sable qui s'approche, des choses comme ça. Et Lucky, elle va être dans le collimateur parce que même si c'est quelqu'un qui est très routinier, donc je crois que c'est le matin qu'elle va courir, des trucs comme ça, elle va pas forcément suivre le même circuit. Ce qui fait que eux, ils sont assistés par des drones et compagnie, mais elle va commettre quelque part des imprudences qui auraient pu être dangereuses s'il s'était passé quelque chose dans d'autres circonstances. À savoir ne pas dire que je vais courir à tel endroit dans l'enceinte du chantier. Le chantier est très grand, hein. Je vais courir à tel endroit, de telle heure à telle heure. Et ce qui fait que s'ils savent pas où sont les salariés, ils peuvent pas les protéger. Ce qui est assez logique. Et Lucky, elle n'a pas le côté ultra carré de ces gens de la Sécu, les gens de la Sécu qui sont d'anciens Marines. Il y a vraiment une formation hiérarchique forte avec Queen qui est le chef de la sécurité. Et pour Queen, tous ses employés, en gros, c'est pas des employés, c'est des gens avec qui il a combattu parce ils sont ils sont tous vétérans de guerres, de conflits, etc. Et le truc qui est assez intéressant aussi, c'est qu'au début, Lucky, elle les prenait pour des mercenaires. Elle se fout un peu de leur tronche parce qu'ils sont tous très grands, taillés dans du marbre, avec des abdos en 3D, je cite, pour les abdos en 3D. Donc elle se fout un petit peu de leur tronche en les appelant G.I. Joe, des trucs comme ça, et surtout qu'ils ont tous des surnoms. Euh, Queen Saint, c'est nom de famille, mais il y a, je sais pas, il y a Bond, il y a, je sais plus exactement, Sax, des trucs comme ça. Ils ont tous des surnoms. Et des surnoms qui font un peu notre nom de code, etc. Et ils sont tous, il y a vraiment, ça c'est un truc que je trouve intéressant, à la fois dans la fiction et dans la réalité, c'est l'esprit de corps. C'est vraiment que dans l'armée, il y a l'esprit de corps, ils sont comme ça en théorie. En théorie. Et donc elle va être un peu dans leur collimateur, et comme Lucky c'est quelqu'un qui elle a un caractère qui est fort et elle est plutôt envoyée promener les gens pour pas qu'on s'approche d'elle, à un moment elle va se rapprocher j'ai oublié les noms parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, mais elle se rapproche d'un des gars, et elle a perdu un pari avec lui, et le pari fait que elle doit faire une journée oui, à savoir dire oui à tout. Bon, évidemment, pas des trucs graveleux. Ce sont tous des gentlemen, hein, je précise. Mais ce qui fait que ils ont une espèce de petit rituel, ces Marines. Je crois que c'est le week-end, le matin, très tôt. Ils vont dans le désert et ils vont regarder le lever du soleil. Et Lucky, elle y va plusieurs fois. Et c'est là qu'elle va commencer en fait à s'effriter et à s'effondrer. Et le truc que je trouvais très beau, c'est que ces mecs et cette femme aussi, parce qu'il y a Cobra, ce sont tous des vétérans de différents conflits qui ont tous été blessés à un moment ou un autre, ou ont vu des gens mourir. Et ils vont reconnaître en fait chez cette femme-là enfin, ils vont reconnaître des blessures qu'eux-mêmes ils ont. Et je parle de blessures, enfin de trauma.
Et c'est ce qui va rapprocher justement, ce qui fait qu'il y aura ce fameux esprit de corps autour de Lucky, parce qu'ils se soutiennent les uns les autres. Ils se connaissent par cœur. Donc il y a un moment, un des gars de la sécu qui pète un plomb parce que, je sais plus exactement ce qu'il y a eu, mais il s'est fait larguer ou un truc comme ça. Il pète un plomb, sauf qu'il a ses armes. C'est Queen, donc le chef, qui va aller gérer le truc et qui lui dit en gros, non mais, enfin là tu te calmes, tu me filmes tes armes et tu prends 24 heures, tu vas te reposer, tu dégages. Et, tout ça, c'est parce que c'est vraiment le truc le plus sensé à faire. Et ça, ils sont conditionnés. Ce sont des militaires. Ils sont conditionnés à obéir, etc. Queen, il a un sacré complexe du sauveur. C'est le pompier, clairement. Et quand Lucky va commencer à s'effriter et à montrer autre chose à eux que cette jeune fille qui dit non et qui obéit pas franchement et qui reste dans son coin, il va vouloir la protéger. Et c'est comme ça que ça démarre. Vous allez peut-être vous dire, oh non, le mec fort qui protège la jeune fille, non, bah on n'est pas que là-dedans. Il y a en partie ça, parce que c'est comme ça que les personnages sont, mais on est sur des personnages qui sont construits, qui ont de la profondeur, qui ont plusieurs couches, sont des oignons. Plus on va à l'intérieur, plus c'est tout doux et tout triste. Parce que Queen aussi, il a des casseroles et je trouve que c'était un super duo. Contrairement au premier livre, Abby et Chandra, c'était relativement chaste. Je crois qu'il y avait 2 scènes, allez, 2 scènes et demie, 3 maxi. Bon, je les ai pas comptées pour Lucky et Queen, mais on est à plus. Et le truc que je trouvais intéressant aussi pour Lucky, c'est que Lucky, elle a un nom qui est assez courant, son nom de famille. Par contre, Lucky, des Lucky Tumelo, je sais pas comment on le dit, il n'y en a pas 36. Ce qui fait qu'à un moment, ils vont faire le rapprochement avec ses parents qui ont été assassinés, parce que c'était quand même quelque chose qui a été rendu public. Ce qui est encore plus vrai avec Abby, parce que Abby à un moment va venir faire un coucou, et Abby, en fait, rien que son nom, son visage, elle est immédiatement associée à ses parents. Je vais m'arrêter là pour ce troisième livre de la série Kalahari de Johann von Haff, et je vais enchaîner sur le quatrième, le dernier. Et mon cœur s'est fendu parce qu'il va falloir que j'attende 2025 quelque part dans l'année, la suite. Mais bon, j'ai pris mon petit ticket, je vais attendre patiemment. J'ai lu aussi Réconciliation. Là, on se retrouve avec les personnages de Sabrina et d'Enzo. Enzo, on ne le connaît pas. Enzo n'a pas été présenté, il me semble, dans les livres précédents et pas dans le, comment dire, pas dans le préquel. Par contre, Sabrina, si. Sabrina, on va suivre en fait dans le préquel. Je vais pas en dire trop. Mais au moment où l'émeute a éclaté, parce que c'était le début de la guerre, Sabrina s'est retrouvée coincée dans le magasin de son père, qui lui a dit: tu es trop jolie, tu te tapes le sprint de ta vie, tu fais ton meilleur temps, tu rentres à la maison et tu t'enfermes. Sauf que Sabrina, elle a croisé sa grande sœur majeure, Sabrina n'avait que 16 ans, et elle a compris en fait que sa sœur ne voulait pas rentrer chez elle tout de suite parce que Indira voulait retrouver son chéri, qui a priori était du mauvais côté de la révolution, donc plutôt du côté de ceux qui pillaient ou sabotaient, des trucs comme ça. C'est ce que j'ai compris, c'est ce qui était sous-entendu. Et Indira, elle ne voulait vraiment pas rentrer, elle était paniquée, elle voulait savoir ce qu'il advenait de John. Il se faisait appeler John. Et donc, à un moment, elles font un détour pour essayer de retrouver ce fameux John. Sauf que elles se font attaquer toutes les deux par des mecs qui sont armés et qui sont pas franchement en possession de leurs moyens parce qu'ils sont shootés.
Et Sabrina se fait agresser en voulant préserver Indira. Parce que Sabrina, c'est une jeune fille qui était sportive de haut niveau, qui faisait des compétitions, etc., qui était une athlète. Indira, non. Indira, je pense qu'elle se défendait quand même, mais Sabrina, c'est vraiment celle qui courait le plus vite, qui grimpait les murs comme elle voulait. Et donc, elle se fait agresser. Elle se fait agresser, elle se défend. Et, euh, et du coup, elle paye le prix de s'être défendue. J'en dis pas plus parce que ça va être exploré dans ce livre-là. Mais il faut savoir que c'est John, donc le chéri d'Indira, qui a fait fuir les agresseurs, qui a récupéré Sabrina. Donc je rassure tout de suite, ça aurait pu être un VIOL, ça ne l'a pas été, parce que Sabrina s'est défendue, mais elle a été lacérée, en gros. Elle a été lacérée. Et si John ne l'avait pas portée pour l'amener à l'hôpital, il est fort probable qu'elle se serait vidée de son sang et qu'elle serait morte. Donc Sabrina, elle a quelque part une dette envers lui, mais c'est un peu à cause de John aussi qu'elle n'était pas en sécurité chez elle. Et en fait, on va apprendre que euh, Indira, ce qu'on apprend en fait dans Renaissance, au début de Renaissance, et ce qu'on a vu aussi, j'avais pas fait le lien. Il y a beaucoup de personnages, des fois j'étais un petit peu perdue. Je dis pas que c'était parce que c'était mal expliqué, c'est juste que j'ai lu 4 livres en 5 jours, donc j'étais pas forcément super attentive tout le temps. Et bref, on apprend dans le livre précédent, Renaissance, que Indira, elle a un enfant. C'est un enfant que j'ai pris pour celui de Queen, ce qui n'était pas le cas. Donc Indira a un enfant, c'est l'enfant de John, mais John il a disparu de la circulation. Donc ils savent pas du tout s'il est vivant, s'il est mort, s'il est en fuite, il est plus là. Donc Indira, elle a élevé son gamin tout seul. Alors qu'elle avait 18, 19, 20 ans, un truc comme ça, elle est jeune, hein, elle était jeune. Sabrina fait partie des hommes de Queen, à savoir elle s'était engagée dans l'armée britannique parce qu'elle a dû aller vivre un moment en Angleterre. Je sais pas si elle est pure australe-africaine, il y a beaucoup de métissage et pas mal de double nationalité. Queen, par exemple, n'est pas australe-africain. Il a vécu longtemps en Afrique australe, mais il est américain. Américain-brésilien, je crois. C'est ça. Et bref, Indira s'est engagée dans l'armée britannique et c'est comme ça qu'elle a rencontré Queen et qu'ils se sont rendus compte alors qu'ils étaient en Europe qu'ils étaient tous les deux d'Australie-Afrique, enfin d'Afrique australe et que Queen en fait il voulait partir de l'armée. Indira aussi, Sabrina aussi sans doute. Et il voulait en fait travailler Queen voulait recruter pour bosser dans la sécu et éventuellement monter sa boîte de sécu aussi plus tard. Donc ça c'est un truc qui est un peu en fil rouge dans la volonté de travailler ensemble, qu'ils se fassent débaucher en fait du chantier de construction une fois que ça serait fini et qu'ils montent leur boîte. Donc ça a été donc c'est fait dans le bon, je vous le dis, c'est pas un spoiler très important. Mais il travaille dans la surveillance rapprochée. Et quand réconciliation pardon, commence, euh, Sabrina elle continue à travailler sur le chantier de construction, mais on arrive un peu sur la fin du chantier, donc la fin de leur contrat. Et un jour, dans un bar, elle rencontre Enzo. C'est un homme noir qui est charmant, qui est très élégant, qui est très poli, un peu snob, plutôt de la haute, quoi. Sabrina, pas forcément. On apprend en fait que les Naïdo, je sais pas comment on le dit, donc la famille de Sabrina qui est indienne et musulmane, indienne d'Inde, enfin typée indienne, euh, ils vivent dans un quartier populaire et où ça pouvait un peu craindre parce que le père de Sabrina, il avait une crosse de cricket, une batte de cricket, un bâton pour se défendre au cas où et pas que pour les émeutes, je pense pas. Donc, elle est quand même d'un quartier populaire, Sabrina. Enzo, ça a pas l'air. Ça a l'air d'être plutôt les beaux quartiers.
Et effectivement, il habite pas très loin du quartier présidentiel, pas très loin de la résidence présidentielle, à Melrose Hills. Donc c'est un peu comme là où vivaient les orphelins de Moseki. Euh, donc Moseki, c'était le président d'avant, et les orphelins, c'est tous les enfants de ces opposants politiques qui ont été assassinés. Donc les enfants, les opposants au régime politique qui était dans le gouvernement avaient été assassinés. Donc les orphelins, ce sont leurs enfants qui ont survécu. Et bref, Enzo, il vient de la haute. Il rencontre cette fille qui est sublime dans un bar. Il commence à lui faire la cour complètement. Il est très poli, etc. Et Sabrina commence à lui poser des questions sur ce qu'il veut dans la vie. Parce que, en gros, elle bosse beaucoup, elle n'a pas le temps, elle est sublime, elle sait qu'elle a du succès. Une histoire de coucherie, ça l'intéresse pas franchement. Elle se dit, bon, allez, j'ai envie de trouver un mec bien. On arrête les conneries, en gros. Donc, elle lui pose une série de questions, il répond bien, et ils en concluent qu'ils sont l'un et l'autre, l'homme et la femme de la vie de l'un et de l'autre. Vous allez me dire, c'est quand même vachement précipité, mais Sabrina, elle n'a pas le temps. Sabrina, elle n'a pas le temps parce qu'elle doit repartir. Elle avait juste une perme et elle doit repartir au chantier. Et on a comme ça au début une relation qui est presque épistolaire parce que, enfin, textolaire, on va dire, textolaire ou coup de fil. Enfin, ils sont un peu éloignés et ils vont discuter comme ça tous les soirs et ils vont tomber amoureux l'un et l'autre. Donc le point de départ pour moi, je me disais presque un peu, ouah, c'est peut-être un petit peu typé. Enfin, je pense que ça peut se faire. J'ai été moi-même très rapide à me mettre en couple, pas à ce point-là, mais je pense sincèrement que quand c'est évident, c'est évident, mais j'ai un peu moins cru au tout départ de cette relation-là. Par contre, pour la suite, pas de souci. Parce que là, donc, ils vont s'appeler tous les soirs, plusieurs fois par jour. Ils vont beaucoup discuter. Ensuite, quand elle revient, ils vont se rapprocher, etc. Vous allez me dire, tout va bien? Eh ben non, tout va pas bien. Parce que ce qu'on apprend très rapidement, c'est que Enzo, c'est le fils du président nouvellement élu. Ça, je peux vous le dire, c'est assez rapide aussi. Le président nouvellement élu, c'est un président raciste d'extrême droite, qu'il ne veut favoriser que sa propre communauté, à savoir les Noirs qui sont chrétiens. Donc pas les autres, pas les musulmans, pas les Indiens. Il y a d'autres personnes asiatiques, il y a des hindous, etc. Il veut pas les favoriser, il voudrait même qu'il dégage. Sauf qu'il l'a emporté au suffrage, et largement. Et tout le groupe, en gros, de Queen, Abby, Lucky, tous, ils sont tous en train, enfin, effondrés quand ce mec-là passe à la présidence. Tous. Parce que ça peut signifier, par exemple, que Queen, qui n'a pas la nationalité australo-africaine, peut être reconduit à la frontière. Ça peut être le cas aussi pour d'autres personnes. Ça peut mettre en danger aussi, ça peut mettre en danger Abby. Bon, Abby, elle habite pas là, mais ça peut mettre en danger Lucky. Lucky qui est la fille d'opposants politiques qui ont été assassinés dans la dernière guerre. Un truc que j'ai pas dit aussi parce qu'au final tous ces personnages-là se fréquentent et ont des liens. Par exemple, Queen, à un moment, s'est rendu compte qu'il y avait un camp de réfugiés clandestins qui était à la frontière du Botswana. Sauf que Queen, c'est pas son taf de s'occuper de ce qui est en dehors de l'enclos, on va dire, en dehors du grillage du chantier de construction. Et donc il en avait parlé. Ça sentait très fort le trafic humain, l'esclavage. Et il en avait parlé à son cadre, dans son chef, en fait, son patron du chantier de construction, qui a dit c'est pas chez nous, rien à foutre. Et comme
Ils en avaient parlé aussi à la police des frontières, qui est quand même plutôt impuissante parce qu'ils sont pas assez nombreux, pas assez payés, en gros ils font pas grand-chose. Donc Queen en avait parlé à Chandra. Chandra, alias le reporter de guerre, et celui qui fouille bien la merde. Et donc Chandra, dans Renaissance et dans Réconciliation, il remonte le filon, et il remonte très loin. Ce qui veut dire que ça va être des têtes qui tombent, clairement, au niveau du gouvernement ou au niveau des grosses compagnies là, du chantier de construction, par exemple. Et bref, c'est quelque chose qui peut entacher aussi le nouveau président nouvellement élu. Un truc que je trouve très intéressant, c'est Enzo, donc il est d'une famille qui est aisée, euh, le père, le père en fait, il veut être au pouvoir et il veut surtout rester au pouvoir. Ce qui veut dire qu'il va plus favoriser en fait ceux qui l'ont élu, donc le discours un peu, enfin le discours et les décisions extrémistes, et ça fait très peur à Enzo qui ne pense pas pareil, même s'il a voté pour lui. Il a voté pour ce parti. Enzo, il a contribué à le faire élire parce qu'il a essayé de lisser un peu son image pour qu'il recueille plus de suffrages. Parce que Enzo, il bosse dans la communication, sauf que il est très fort, il est très fort. Et il pensait pas lisser à ce point l'image de son père pour qu'il se fasse élire avec un si grand succès, avec tant de voix. Et Enzo ne partage pas les opinions de son père, et donc ça va commencer sérieusement à être pesant, surtout qu'il se dit, si, là en gros, ce qui m'empêche d'être pleinement avec Sabrina, c'est mon père. Donc il lui dit rien à Sabrina. Il dit pas le fils de qui c'est, etc. Donc forcément, elle va la prendre pas de la bonne manière, donc forcément, ça va causer des soucis. Et j'ai trouvé que c'était quand même... c'est un super couple aussi, et il y a une grande variété de couples, de relations, de personnages. Ils ont tous des casseroles, même si Enzo, c'est quelqu'un qui a été privilégié, qui... comme Chandra aussi. Chandra, il est quand même sacrément costaud, hein. Euh, Queen, Queen, on gratte un petit peu, c'est fragile quand même. Mais Enzo, c'est quelqu'un qui était très privilégié, qui a fait des grandes études à la fac en Afrique du Sud, etc., qui a profité de la notoriété de papa pour monter son agence de com et avoir du succès. Et mais en fait, il a choisi Sabrina et il va tout faire pour la conquérir, pour la garder, la reconquérir. Donc à un moment, bah, va falloir faire des choix. Le truc que je trouve très fort dans cette série, je vais un peu conclure la vidéo de manière générale, c'est que on n'a pas le mec qui sauve et qui porte à bout de bras sa copine ou sa femme ou son épouse. On... Les femmes, en fait, elles ne sont pas complètement inutiles en l'absence de l'homme. Les... Elles savent faire. Ça, j'aime bien. C'est des héroïnes qui sont modernes comme ça, qui se gèrent comme elles peuvent, mais comme les mecs, qui se gèrent comme ils peuvent aussi, parce que tout le monde a des casseroles. Et je trouve que c'est une conception saine de la romance. Je vous invite très fort à aller voir le site de Joan Van Haff pour voir les différents travaux les différents livres qu'elle a publiés chez Addictive ou en autopublication, en auto-édition. C'est franchement du bon boulot. Les couvertures sont sublimes, il y a un travail éditorial qui est derrière, ce sont des livres qui ont été corrigés. Euh, c'est bien écrit, il y a une très belle plume, il y a de l'humour, il y a de l'amour, ça fait chaud au cœur, même si les personnages, ils traversent forcément des choses qui sont très difficiles, donc à un moment, on a mal pour eux, mais elle vient nous mettre un petit pansement après sur notre petit cœur qui saigne. Et le Kalahari, cette série, c'est une série qui va être vraiment importante. J'ai lu
Bon, j'ai lu assez rapidement parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis un peu moins fan des formats courts parce que j'ai toujours envie d'en savoir plus. Et j'ai lu une nouvelle assez longue qui devait faire une trentaine de pages, qui est gratuite, vous la trouvez sur son site, qui concerne Sandeep et une jeune femme, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai les liens de Johann von Haff. Le Père Noël porte un turban rouge, donc on est sur une nouvelle de Noël, et qui était sympa. C'était sympa, mais après, comme je vous ai dit, je suis assez souvent frustrée par les formats courts. On a eu une nouvelle aussi, j'ai oublié le nom, qui était sur le mariage de Lucky et de Queen. Le prochain livre va s'appeler Deuxième chance. Ça va concerner Indira et John, donc le père de son fils. Donc seconde chance. J'avais vu aussi sur son Instagram, je vais regarder. Il y a 4 autres livres de prévus. Il y a Résilience, Comme dans une romance, Rédemption et Comme à la télé. Il y a la série Sentinelle, donc c'est ceux qui font partie de la société de sécurité de Queen et Sabrina, Cobra. Là, ça se passe dans la grande ville, je me souviens plus, la capitale de l'Afrique australe. Et Princesse, c'est la small town, donc je sais pas exactement ce que c'est. Ah, bah je vous le dis. À venir, Résilience. Lors d'un déplacement à Johannesburg, Bishop fait la connaissance de Joe, un barman sud-africain, mais il n'est pas prêt. Donc on est sur une romance MM. Comme dans une romance, à Shearsburg, June, un des sentinelles, un des gars de la sécu, vit quasiment reclus dans le ranch jusqu'au jour où il doit aller en ville et croise Jemima, la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ensuite, on a Rédemption. Quand Bond fait connaissance avec Mouna, productrice de reportages française, cela ne s'est pas très bien passé, mais quand elle est en danger, mettant le nez là où il ne fallait pas, Bond est embauché pour la protéger. Et enfin, comme à la télé, donc Mouna, c'était une amie d'Abby, une très, très grande amie d'Abby. Comme à la télé, Saxe, donc Bond, Saxe, June et Bishop, ce sont des gens de la sécu. Saxe ne veut plus de relations et il ne veut pas croiser la route de femmes superficielles, mais un jour, il croise la route de Bellamy, qui débarque avec l'équipe de tournage de son émission de télé-réalité. Donc elle précise, tous les livres parus sont disponibles en papier, numérique, abonnement Kindle et Kobo Plus. Ils peuvent être lus de façon totalement indépendante, garantie sans spoiler, effectivement. Découvre une série émouvante et dépaysante dans le cœur du Kalahari. Bienvenue au bout du monde. Donc, courant 2025, Résilience, Indira et John. Indira et Gage, alias John. Je vais m'arrêter là. Je mets le lien vers ces sites Amazon, site pro, auteur, Instagram, chaîne YouTube. Et je vous conseille très fort d'aller vous pencher sur son travail parce que je trouve que des romances dans un tel contexte, eh ben, c'est tellement original qu'on ne peut pas passer à côté. Et préparez vos mouchoirs et embarquez pour le Kalahari. Je vous souhaite une très bonne journée. À tout bientôt. Lisez tout plein du Johann von Haff et rêvez tout grand du Kalahari. Salut!